19h30, 33 secondes. Il est le moment de démarrer notre session. Alors, merci à vous tous d'être avec nous ce matin pour notre 14e matinée d'innovation. Alors, j'imagine que vous avez passé le début de la semaine sur l'IA. Vous avez vu que vous allez consommer beaucoup plus d'IA, que cette IA consomme beaucoup d'énergie. Donc, du coup, on a décidé, lors de cette matinée d'innovation, de vous parler de Energy for Climate. Comment, finalement, on va résoudre en partie ces sujets d'énergie, ces sujets de climat, avec des solutions concrètes. Donc, le groupe Bouygues est bien sûr, avec l'ensemble de ses métiers, très intégré à ces problématiques du climat, et on va le voir d'ailleurs dans le déroulé de la matinée. Alors, tout de suite, j'invite à me rejoindre sur scène Marie-Luce Godinot, directrice générale adjointe du groupe, et Sylvaine Neveu, vice-présidente de l'Institut Polytechnique de Paris, en charge des partenariats, pour nous raconter pourquoi nous avons ensemble, entre Bouygues et l'Institut Polytechnique de Paris, je peux peut-être prendre un micro. Alors Marie-Luce, pourquoi le groupe Bouygues est intéressé à cette finalement problématique de Energy for Climate? D'abord, je pense que le monde entier est intéressé à la problématique de Energy for Climate. Il n'y a pas que le groupe Bouygues. Ceci dit, nous, notre rôle finalement chez Bouygues, c'est d'accompagner nos clients vers une société, on va dire, plus durable, plus résiliente, plus bas carbone. Et l'énergie en fait évidemment grandement partie. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est de trouver des solutions à proposer à nos clients qui permettent d'adresser ces enjeux-là. Nouveaux matériaux biosourcés, géosourcés, infrastructures décarbonées et encore tant d'autres choses. Et donc là, il faut bien voir que nous, dans le groupe, on est rarement fabricants de technologies. Nous, notre rôle, c'est essentiellement d'être intégrateur de solutions. Et donc ces solutions, il faut qu'on les source, qu'on les comprenne, qu'on les évalue, qu'on voit si elles répondent effectivement aux enjeux réels de l'industrie. C'est bien ça notre rôle. Mais donc dans ce cadre-là, nos équipes R&D de tous les métiers sont fortement mobilisées pour trouver ces solutions, les évaluer, comprendre comment elles marchent, comment elles peuvent se mettre en place, comment est-ce qu'on peut les lier les unes aux autres. Mais on a évidemment besoin de travailler avec toutes les autres parties prenantes, parce qu'on ne peut pas travailler seul. D'abord, c'est des sujets qui sont extrêmement, on va dire, complexes, multicritères, dans lesquels il faut tout un tas de connaissances technologiques sur différents domaines, que ce soit des domaines des sciences très techniques, mais aussi des sciences du vivant, de la chimie. Et donc, on n'a pas forcément toutes ces compétences, et il faut qu'on arrive à agréger toutes ces expertises. Et puis, c'est pour ça qu'on a absolument besoin de travailler avec des instances académiques qui, eux, ont ces expertises de pointe dans ces différents domaines. Et ces expertises de pointe, on en a absolument besoin. On a besoin d'être nourris, justement, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est possible, de ce qui va arriver, pour qu'ensuite on puisse échanger sur comment est-ce qu'on pourrait les mettre en œuvre, comment est-ce qu'elles peuvent apporter des solutions concrètes, techniques et économiques au monde de l'entreprise. Donc je vais laisser Sylvaine parler justement du rôle de ces institutions académiques avec lesquelles on travaille. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec le centre interdisciplinaire Energy for Climate d'IP Paris. Donc IP Paris, Institut Polytechnique de Paris, ce sont 6 grandes écoles d'ingénieurs parmi les plus prestigieuses, françaises parmi les plus prestigieuses. Donc l'école Polytechnique, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, l'ENSTA, l'ENSAE, et j'en ai oublié, et l'école des ponts et chaussées qui nous a rejoints en juillet dernier. Alors, la recherche, effectivement, c'est important. La recherche, finalement, c'est l'agrandissement du champ des possibles. C'est la source des innovations de rupture, c'est la façon de dépasser les verrous technologiques. Et l'apport de la recherche d'un institut tel que l'Institut Polytechnique de Paris, ça repose justement sur notre capacité à concevoir et à explorer de nouvelles pistes, à tester de nouveaux concepts, à comprendre les phénomènes et à proposer des technologies
qui, pour les plus prometteuses d'entre elles, donneront lieu à via une start-up, via un grand groupe industriel, à une industrialisation, à une commercialisation. Et c'est là où on aura la réelle innovation. Alors, au sein d'IP Paris, ce pont entre le monde académique et le monde industriel, ce continuum entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, nous tiennent particulièrement à cœur. Les challenges des entreprises, ce sont des sources d'inspiration pour nos chercheurs qui sont friands de s'attaquer à des nouveaux champs de recherche. Et réciproquement, comme tu l'as dit, Marie-Luce, les solutions, les découvertes de nos chercheurs viennent alimenter les solutions innovantes mises en œuvre dans les entreprises. C'est donc un dialogue permanent qui fait naître les concepts et les innovations de demain, qu'il s'agisse de nouvelles générations de matériaux, de systèmes énergétiques autonomes ou de solutions bio-inspirées, par exemple, pour une production plus verte. Alors, en complément de notre approche disciplinaire, au niveau d'IP Paris, on a lancé des centres interdisciplinaires qui, en réponse aux enjeux sociétaux, et c'est vraiment une façon justement de nous rapprocher encore et de mieux dialoguer avec les entreprises. Nous en avons 7 aujourd'hui. Je ne vais pas les citer tous, mais nous en avons un notamment sur la santé, un sur la défense et sécurité, un sur l'IA et la science des données. Et le premier qui a été créé, c'est justement Energy for Climate, qui est celui sur la transition climatique, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qui est un sujet réellement transverse, qui nous intéresse tous. Alors, nous travaillons notamment sur des solutions de capture du CO2, d'efficacité énergétique, de stockage énergétique, de développement d'énergie renouvelable. Philippe Drobinski vous en parlera plus en détail au cours de la matinée. Alors, pour qu'elle devienne une réalité industrielle, il faut ce dialogue constant avec les entreprises. En partageant nos recherches et en échangeant avec le monde économique, nous connectons la recherche fondamentale aux enjeux concrets, nous accélérons l'innovation et, en l'occurrence, répondons à l'urgence climatique avec des solutions viables. Donc les défis sont immenses et c'est ensemble que nous réussirons. Merci beaucoup Sylvaine et Marie-Luce. Alors, tu n'as pas dit, Sylvaine, mais vous avez également un sens du marketing, parce que finalement, vos différents instituts portent un nom E4C pour Energy for Climate, M4S pour Material for Society, iParis pour l'intelligence artificielle, donc chapeau. Merci beaucoup. Alors, pour commencer cette matinée avec une keynote, on a choisi un passionné. Un passionné, il se trouve que ce passionné est également CEO d'Equance, et ce passionné va nous parler du rôle de l'industrie et de comment finalement Equance est au centre du jeu sur la transition climatique, transition énergétique par ses métiers. Je vous demande d'accueillir Jérôme Stubler. Bonjour à tous. Comment on peut ne pas être passionné par ce sujet ? C'est un sujet absolument passionnant, qui est celui d'essayer de contribuer, chacun à son échelle, à réduire l'effet de serre, les effets de l'effet de serre. Alors, si vous pouvez mettre mes slides, ça va m'arranger. Juste 2 mots pendant que les slides arrivent. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Equance a rejoint le groupe Bouygues il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et nous sommes une des plus grosses sociétés mondiales dans ce qu'on appelle les énergies et services, et donc des solutions sur les énergies électriques et les énergies thermiques pour à peu près tous les secteurs des infrastructures, du bâtiment et de l'industrie. Alors, une première slide pour rappeler quelque chose que tout le monde connaît, l'effet de serre, tout le monde connaît. Simplement, je voudrais vous donner une petite image de cela. C'est que des tout petits déséquilibres du manteau de réflexion
crée des variations importantes de la température, enfin des variations, on va dire, infimes de la température à l'échelle des variations de température qu'il y a entre l'énergie du Soleil mais ces petites variations de température de quelques degrés font des modifications absolument énormes de la thermodynamique. Moi, l'image que j'aime bien trouver pour y représenter ça, c'est qu'en fait, on a une machine thermodynamique qui est une machine d'échange entre les nuages, la mer, la terre qui chauffe, et que ces petites variations thermodynamiques de quelques degrés génèrent en fait des puissances absolument colossales à l'échelle du climat et qui font des modifications substantielles. Donc on a un système qui est très instable où des petites variations thermiques qui proviennent de petites variations de concentration de gaz à effet de serre génèrent des effets colossaux à l'échelle climatique. C'est arrivé dans le passé. Il y a eu des concentrations très élevées il y a des millions d'années. Et ça a provoqué effectivement des variations de climat très très importantes. Donc malheureusement, on n'avait pas de point de mesure à cette époque. Donc on ne sait pas regarder les instabilités. On ne sait pas comprendre complètement les instabilités, même si on a des grands spécialistes du climat qui vont peut-être nous en parler, de ce qui va se produire. Néanmoins, on commence à voir, comme vous le savez, les premiers effets. Alors, assez récemment, il y a une classification qui a été faite sur les émissions de CO2 dans des catégories qui sont les émissions de CO2 qui sont relatives à la production d'électricité et de chaleur, c'est-à-dire de chaleur qui n'est pas rentrée directement dans ce qu'il y a en dessous, les effets des émissions de CO2 liées à l'intégralité des transports, les effets liés au bâtiment, c'est-à-dire ce qui est généré par le bâtiment, par sa production, sa consommation de gaz, qui n'est pas le branchement électrique ni les réseaux de chaleur qui est compté dans la partie qui est en haute. C'est mondial. Les effets de l'industrie, là encore, en dehors de l'électricité et de la chaleur qui proviendrait de l'industrie sur les 43% qui sont en haut, etc. Tout ça pour se rappeler les ordres de grandeur. Et vous verrez, je vous dirai tout à l'heure en conclusion que, fort heureusement, ceux qui produisent l'électricité dans le monde ont commencé à réagir et qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'intégralité des autres secteurs pour essayer de réduire. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que quand vous regardez le coefficient de corrélation entre le produit intérieur brut, la somme des produits intérieurs bruts des différents pays et les émissions de CO2 dans le monde, la corrélation elle est encore très proche de 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion entre la croissance de ce que l'on produit dans le monde et l'émission de CO2, ce qui fait qu'on n'a pas encore gagné beaucoup sur l'efficacité d'émissions de CO2 par euro produit. Juste, oui, pardon, j'ai oublié de dire une chose. On a la chance, nous, de travailler dans à peu près, bien sûr à l'échelle de notre société, mais sur des paramètres qui vont permettre de décarboner 76% de ce qui émet du CO2 aujourd'hui. Alors il y a une autre manière de regarder les choses, c'est que si vous faites le cumul de tous les plans de tous les pays qui ont fait un plan de décarbonation et que vous vous dites quelle est la technologie qui est en amont des plans de décarbonation de ces pays entre 2023 et 2035, bien sûr, dans cela, il y a beaucoup de si. Si ça se produit, puisque ce sont des plans de décarbonation qui ont été faits par des pays. Et les pays, dans leur plan de décarbonation, il ne faut pas oublier qu'ils ont un levier qui est ce qu'ils peuvent décider eux-mêmes pour leurs bâtiments publics, pour leurs véhicules, pour leurs sources d'énergie, mais que là-dedans, il y a aussi beaucoup de suggestions qui vont être faites au travers de mesures qui vont être faites par les différents pays pour que les entreprises et les citoyens s'y mettent. Donc tout ça, c'est une estimation de ce qui va se produire. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le point numéro 1, c'est a priori une arrivée massive des panneaux solaires qui vont compléter la production d'énergie. En point numéro 2, c'est en particulier l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer moins, l'électrification des combustibles, le changement de comportement. En point numéro 3, c'est l'énergie éolienne. Et puis, vous avez l'électrification des véhicules, l'augmentation de la production nucléaire dans le monde, les pompes à chaleur et l'hydrogène, puis ensuite la capture de CO2. Ce qui est assez sympathique, ce qui est, je trouve assez représentatif, c'est qu'on voit un peu la part de ce qui a été mis dans les plans.
On peut après discuter de savoir si on est favorable, comme le dit Jean Covici, plus au nucléaire ou au solaire. Mais enfin, c'est ce qui a été mis dans les plans. C'est-à-dire que ce sont les contributions cumulées qui ont été faites par les différents pays. On peut regarder ça aussi avec un autre angle, qui est un angle géopolitique, et de se dire, mais ok, mais est-ce que tout ceci va fonctionner, sachant que les sujets qu'on a vus sur la slide d'avant proviennent en très très grande partie de la Chine. Vous voyez le pourcentage de vert. Et puis vous voyez ensuite les États-Unis avec le bleu pâle. Ce qui veut dire qu'il y a une concentration de la production des éléments qui vont contribuer dans ces pays-là et qui vont évidemment se donner une priorité potentielle à utiliser ces technologies dans leur pays. Ce qui devrait normalement être considéré par l'Europe comme une capacité d'augmenter des capacités de production dans ces technologies-là pour être capable de servir sa transition énergétique sans dépendre principalement de la Chine. On peut considérer effectivement qu'il peut y avoir un frein dans la transition énergétique avec les bouleversements politiques que l'on est en train de vivre en ce moment et qui fait que la fermeture aux frontières, l'augmentation des droits de douane pourrait provoquer un frein par rapport aux plans qui ont été présentés sur la slide précédente. Alors, Equans, en 2 mots, nous, on essaye de faire 3 choses. Aider nos clients à consommer moins, aider à consommer vert et aider à consommer flexible. Consommer moins, je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup ce que ça veut dire, vous avez tous compris. Voilà 5 exemples de technologies, plus la récupération de chaleur fatale, de ce qu'on fait au jour le jour. Récupération de chaleur fatale, on a des ingénieurs qui vont dans les usines, on les appelle les sniffers de chaleur fatale. Et donc en général, ils rentrent dans une usine, je vous fais le petit pitch, et on leur dit mais non, mais vous n'allez rien trouver, on est des super bons ingénieurs, on s'occupe de notre usine, etc. On arrive avec une caméra thermique, on regarde les tuyaux chauds à 85 degrés, 63 degrés, 42 degrés. Et là, on dit, mais on peut vous mettre un petit tortillard, on va récupérer cette chaleur, on va remettre un échangeur, on va la réinjecter dans le process. Et on arrive à faire des 10, 15, 20, 30% de gains d'énergie qu'on récupère dans la chaleur fatale. Donc, quand on met ça, nous, récupération de chaleur fatale, en général, c'est un truc, les gens pensent que c'est une invention totalement déconnectée de la réalité. Je peux vous assurer que c'est très connecté à la réalité. Ça se termine chez nous par un tuyau qu'on entoure autour des gros tuyaux pour récupérer la chaleur. Je ne vais pas tous vous les citer. Le passage au LED, je vous donne un autre exemple. Le passage au LED, pourquoi c'est très, très, très important le passage au LED? Vous prenez un exemple comme la France. On en est à 55% de la transition de l'éclairage public au LED. Il reste 45%. C'est la première source d'économie des collectivités locales, parce que quand ils passent au LED, ils ont une énorme source d'économie, pour être capable de financer les pompes à chaleur pour leurs bâtiments publics. Donc le passage au LED, c'est quelque chose qu'on pousse de manière très importante parce que c'est une source de financement de la décarbonation des bâtiments. Le consommer vert, bien sûr, le PV en toiture, bien sûr, la mise en place de l'électrification de la chaleur avec les pompes à chaleur, le passage au réfrigérant naturel. Vous savez que les réfrigérants qui existent aujourd'hui dans les machines de froid, dans le frigo que vous avez chez vous, mais aussi dans tous les méga frigos qu'il y a dans les centres commerciaux, les hypermarchés, et des trucs que vous ne connaissez pas forcément, qui sont les très très grosses zones de stockage à moins 40 degrés qui existent sur le territoire pour stocker les aliments congelés, et qui consomment une énergie colossale. Ces réfrigérants sont quasiment tous aujourd'hui des réfrigérants avec des pouvoirs à effet de serre qui se baladent entre 200 à 20 000. C'est-à-dire qu'ils ont un équivalent CO2 avec un effet où 1 kg pour le pire de ces produits a l'effet de 20 tonnes de CO2 en pouvoir d'effet de serre. Et donc, il y a des solutions qui consistent à utiliser d'autres gaz réfrigérants, qui sont l'ammoniac et le CO2 lui-même. Le CO2 a un pouvoir de 1, évidemment, et qui permettent de minimiser l'effet sur l'effet de serre lié aux fuites de ces fluides frigorigènes. Il y a des micro-fuites dans les installations. Ces micro-fuites,
C'est du gaz qui part et qui vient se cumuler à l'effet de serre. Et puis le consommé flexible, je ne vous les cite pas tous. Hein. Le consommé flexible, pourquoi c'est très important? Parce que l'énergie intermittente, en particulier liée au solaire, ben, elle s'arrête de manière brutale. Si vous regardez la courbe de puissance des panneaux photovoltaïques, la décroissance, elle est extrêmement brutale. En une quinzaine de minutes, 20 minutes, vous passez de quasiment 100% à 0%. Et donc, si vous regardez à l'échelle d'un territoire, vous avez une baisse qui est notable et elle se passe avant que les gens rentrent chez eux et recommencent à regarder la télé le soir. Donc, il est très, très important qu'on ait une capacité de consommation flexible pour qu'on puisse décharger la puissance disponible à un instant donné pour être capable d'utiliser la puissance disponible à bon escient. Et donc ça, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire de la flexibilité? Il y a la thermique, parce qu'on a l'inertie thermique qui nous permet de gagner quelques heures. On chauffe quelque chose, ça reste chaud pendant un moment, et donc on a la capacité d'utiliser l'inertie thermique. Et puis après, il y a des mécanismes de production qu'on peut décaler en fonction de la puissance. Et bien sûr, il y a le stockage. Le stockage, il y a deux grands types de stockage. Il y a le stockage électrochimique, la batterie, et il y a le stockage thermique qui permet de stocker des calories dans un élément de stockage thermique. Pour vous donner l'évolution qui se passe en ce moment sur le stockage électrique, le marché, il y a 2 ans, c'était de la demi-heure. Les gens faisaient de l'installation pour stocker de la demi-heure. C'était des traders qui faisaient du stockage pour stocker une demi-heure d'électricité pour être capable de faire, donc stocker une demi-heure, c'est-à-dire que la puissance divisée par, la capacité de stockage de la batterie divisée par la puissance du branchement faisait une demi-heure, c'est-à-dire le kilowattheure divisé par la puissance. Et donc, ils faisaient plusieurs fois par jour du stockage-déstockage d'une demi-heure. Là, le marché sur lequel on est en train de travailler, on a 7 affaires concrètes de très, très grosses fermes de stockage électrique. On travaille sur le 4 heures. Le marché actuel, c'est le 4 heures. Le 4 heures, c'est le décalage entre la fin du solaire et le moment où on va se coucher. Et donc, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le solaire est devenu tellement important dans le système qu'on doit décaler la fin du solaire de 4 heures. Et c'est ça le marché sur lequel les stockeurs se mettent en place. Le stockage thermique, on essaie de le vendre. Pour l'instant, on a une potentielle affaire de stockage thermique. On a beaucoup de mal, mais ça, on pense que ça va démarrer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais me focaliser sur quelques sujets de l'industrie. Et je vais me focaliser sur 4 sujets. Les pompes à chaleur, un truc pour lequel je suis commerçant complètement convaincu, qui est l'ATES BTES, je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, le stockage qu'on appelle le grid module, et puis la chaudière électrique de très forte puissance. Pour donner des exemples concrets de décarbonation massive. Alors la pompe à chaleur, désolé si c'est compliqué comme graphe, on va essayer de le simplifier. Ça, c'est nos clients. Le food, le beverage, ils n'ont pas besoin de haute température, la pharmacie un peu plus, la chimie, ça monte un peu plus, le papier, ça monte un peu plus, la production de matériaux, ça monte un peu plus, et l'acier, ça monte un peu plus. Donc on range nos clients par température. C'est une manière de les ranger. Hein. Et vous avez au-dessus les différentes solutions, les solutions vertes et les solutions moins vertes qui permettent de créer cette température. Donc, vous avez un petit rectangle vert qui sont les pompes à chaleur, qui sont, on va en parler, qui sont 3 typologies de pompes à chaleur totalement matures, qui permettent les premières de faire du 65-70 degrés. Le Updater 95, qui, comme son nom l'indique, fait du 95 degrés en monopompe à chaleur. C'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à faire. Et puis, on a des pompes à chaleur qui sont des pompes à chaleur qui font du 120-130 degrés. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'on peut pasteuriser directement nos clients. On peut faire de la pasteurisation sans gaz. Et ça, on est en train de sortir la pompe à chaleur de 120 degrés industrielle qui nous permet de faire de la pasteurisation sans gaz. Et là, c'est un très, très gros marché parce que la pasteurisation, c'est évidemment un marché très important. Puis après, quand vous dépassez cette température-là, en recherche, on est capable d'aller à 240 degrés en pompe à chaleur, mais ce n'est pas économique. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on monte à 120, et au-dessus de 120, on fait de la chaleur électrique avec des résistances. Et quand vous regardez le COP, le coefficient qui divise
l'énergie thermique que l'on apporte à notre client par l'énergie électrique qui est apportée, quand vous êtes jusqu'à la fin de la pompe à chaleur, on arrive à avoir des COP de 2,5, 3, c'est-à-dire qu'on n'utilise qu'un tiers de la chaleur, de l'énergie électrique pour produire la chaleur, puis après on a un COP de 1. Donc si vous voulez faire le COP moyen pour arriver à 500 degrés, ce n'est pas très compliqué. Vous faites un COP de 3 pour arriver à 120 degrés, et puis après vous faites 2 COP de 120 degrés à 500 degrés avec 1, et vous faites la moyenne des deux chiffres, et ça va vous donner 1,4, 1,5, mais vous avez quand même gagné 1,5 par rapport à une solution classique. Alors, petit exercice avec des chiffres en France. Si vous faites de la chaleur avec du gaz, vous allez émettre en gros 266 équivalents CO2 par mégawattheure. Si vous êtes en France, vous allez émettre, vous voyez, 13 équivalents kilo CO2 par mégawattheure. Si vous avez un COP de 4, alors on a mis un exemple avec un COP plutôt élevé, et vous allez payer votre énergie à 50 € du gigawattheure en gaz, et puis vous allez payer entre 150 et 200 €. Voilà. Donc on voit que le point de bascule, ça commence à être économique en France. En Allemagne, l'équation, elle ne marche pas. En France, elle fonctionne, on peut passer à l'électricité, c'est économique et c'est bien sûr extrêmement écologique. Je ne vais pas faire un cours sur les pompes à chaleur, c'est simplement pour vous dire que vous allez voir dans les slides d'après des thermofrigopompes, des pompes à cascade et boosters, des pompes au haut, etc. Bon, bref, c'est une série, à chaque fois c'est toujours la même chose. On comprime, on décomprime un gaz, on utilise PV égale NRT pour récupérer de la chaleur, pomper de la chaleur, et simplement, on le fait avec des systèmes qui sont des systèmes à cycle, ou des systèmes continus, ou des systèmes à plusieurs étages. Quand j'ai dit ça, j'ai à peu près donné toutes les gammes de typologies de systèmes qu'il y a pour créer de la chaleur avec des compresseurs. Des exemples précis, on n'a pas forcément, je crois qu'on n'a pas mis les noms des clients, donc fabrication de fromage. Là, on a décarboné l'intégralité de l'usine. La puissance de chauffage nécessaire en moyenne 20 gigawattheures sur une année, sur 38 gigawattheures, parce qu'en fait, ils ont consommé plus. Voilà, on a généré 8000 tonnes de CO2 économisées avec uniquement une puissance de consommation électrique de 5 gigawattheures. Voilà un exemple. Saving, 500 000 € par an, retour 1,3 ans. C'est en France. Nous avons la grande maison EDF qui nous permet d'avoir l'électricité pas trop chère. Je n'ai pas dit pas cher, pas trop cher, parce que je ne veux pas créer un problème politique. Voilà. Donc, un ROI d'1,3 ans, c'est top. Et nos clients, bien sûr, applaudissent. Pourquoi ils mettent du temps à décider ? Ils mettent du temps à décider parce qu'au début, il y a une difficulté de croyance dans le fait qu'on va pouvoir y arriver avec ces technologies. Un deuxième exemple, on a un client là qui fait du jambon. Je vous donne des exemples, mais c'est la vraie vie, c'est l'industrie. Il fait du jambon. Bon, voilà, donc il faut cuire le jambon. Vous voyez, retour sur investissement de 2 ans, 130 000 € économisés par an. Vous faites le calcul, vous voyez que le prix d'installation, c'est pas cher, parce que vous pouvez faire le calcul du prix de l'installation. Troisième exemple, donc là, on est sur de la récupération de chaleur d'eau usée, et on va produire de la chaleur qu'on va réinjecter dans un réseau de chaleur à partir de la chaleur des eaux usées. Donc on récupère de l'eau qui est à 15-22 degrés, on met une pompe à chaleur et on crée du 60-80 degrés. On crée 2 températures, une température de chauffage et une température pour l'eau chaude sanitaire. Vous voyez les gains. Un COP moyen qui est bon, de 3,3. Voilà. C'est des exemples concrets qui sont faits. On ne vous parle que de sujets qui sont finis et démontrés. Un autre exemple qui consiste à avoir mis en place aussi remplacer du gaz par des boilers et des pompes à chaleur avec de l'eau pour monter à... Alors non, pardon, c'est que en pompe à chaleur, c'est avec la fameuse pompe à chaleur à 95 degrés. Et donc là, on a
un COP de 2,5, 2 gigawatts-heure de capacité. La géothermie, ATES, BTS. Alors qu'est-ce que c'est que ces termes? L'ATES, c'est Aquifer Thermal Energy Storage. 96% des bâtiments neufs et en rénovation lourde qui sont faits en Hollande sont faits avec cette technologie. À chaque fois que je présente ça à un politique en France, j'ai la même question. Pourquoi on ne le fait pas en France? Il y a un truc louche. Hein? Alors, en fait, pourquoi on le fait en Hollande? On le fait en Hollande parce que la Hollande a décidé de sortir du gaz. C'était une décision extrêmement lourde qui était liée à un incident important qu'ils ont eu et ils ont décidé de sortir du gaz avant, je dirais, la prise de conscience climatique. Et donc, ils ont mis en place, et puis ils n'ont pas de nucléaire, donc ils ont mis en place des systèmes d'économie d'énergie. Alors, l'Aquifer Thermal Energy Storage, on en a fait 800 en Hollande, et on a 20% de part de marché. Donc, il y en a 4000. On pourrait considérer qu'il y en a un ou deux en France, si on les classifie de cette manière-là. Le principe consiste à ne pas utiliser des échangeurs thermiques comme on fait, on appelle ça le BTS, où on met une boucle qui est dans le sol, on crée un puits, comme un puits d'eau. Donc on fait un trou ici, et on fait un trou ici. Et quand l'été arrive, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en Hollande, le sol est à 14 degrés, je récupère pendant l'été de l'eau à 14 degrés, je ne mets pas la pompe à chaleur en marche, je pompe mon eau à 14 degrés dans un échangeur, cet échangeur refroidit l'eau d'un secondaire qui va aller dans un radiateur et qui va refroidir le bâtiment. Et je réinjecte l'eau ici à 14 degrés plus 5 degrés, parce qu'on se limite à 5 degrés, et je réinjecte de l'eau à 19 degrés. L'hiver arrive, et là, j'ai de l'eau à 19 degrés, qui est ma source pour ma pompe à chaleur, pour créer mon chaude sanitaire et pour créer mon chauffage. On peut avoir des COP moyens, parce qu'on travaille en COP moyen annuel, c'est-à-dire un COP qui va être le COP de l'hiver qui va être à 3,5-4, qui est celui de la pompe à chaleur, et le COP de l'été qui va être de 20. Pourquoi il va être de 20? Parce qu'en fait, la toute petite énergie que j'utilise, c'est l'énergie de pompage de mon eau, mais je n'ai pas de compresseur. Et je vais avoir un COP qui va être de 6, 7, 8, selon l'équilibre qu'il y a entre mon chaud et mon froid pendant l'année. C'est pour ça que les Hollandais ont obligé tout le monde à basculer à partir du moment où il y a un aquifère en dessous. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, je crois qu'on a une carte. Donc ça, c'est une carte de l'Europe avec multicritères qui cherchent à savoir si la carte est bonne pour la TES. Et la carte est bonne pour la TES. Globalement, je vais vous le faire de manière extrêmement concrète. Si en dessous de mes pieds, j'ai de l'eau, que cette eau est dans un matériau qui est poreux, c'est-à-dire que j'ai une capacité de faire circuler l'eau, parce que quand je vais injecter mon eau chaude ou mon eau froide, il faut qu'elle aille sur un bulbe de chaud et de froid. Et le troisième élément, c'est qu'il n'y ait pas trop de gradient, c'est-à-dire que l'eau ne s'écoule pas trop dans le temps, parce qu'évidemment, si je me fais un bulbe de chaud et puis qui s'est barré parce qu'il y a une rivière souterraine, j'ai perdu mon chaud. Voilà. Mais quand vous avez ces trois critères-là, c'est ce qu'on essaie de dessiner par la légende qui est ici. Il se trouve que 60% des Français vivent au-dessus du verre. Donc il y a un sujet. Et on peut s'en occuper. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse. Alors pourquoi ça ne se développe pas? Parce qu'en fait, il y a une loi de 1974 en France, donc évidemment, on essaie de faire changer cette loi, qui limite à 500 kilowatts la capacité de pompage énergétique dans le sol. Sinon, il faut utiliser le code minier pour utiliser une puissance supérieure. Et là, évidemment, quand on va voir un promoteur immobilier, y compris ceux de la maison, et qu'on leur dit, écoutez, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on utilise le code minier, là, on dit, écoute, t'es gentil, j'ai déjà le PLU, le machin, etc. On arrête, hein, et on va mettre une pompe à chaleur qui est encore considérée, ça changera dans 10 ans, par la France comme une pompe à chaleur avec un échangeur à air, et on va chauffer les petits oiseaux plutôt que d'utiliser ce qu'on a sous les pieds. Je vous fais un petit parallèle qui va peut-être vous surprendre avec les châteaux forts. Voilà. Vous allez dire, il est fou, il me parle de château fort. Aujourd'hui, un bâtiment, on cherche, et c'est ce que vous allez voir dans les tables rondes tout à l'heure, à faire en sorte qu'on minimise la quantité de matériaux qu'on met dans le bâtiment.
Donc on fait des murs très très fins, on met de l'isolant, etc. Et on fait en sorte de minimiser la quantité de matériaux qui est dans le bâtiment. Et quand on fait ça, par rapport au château fort, on change un paramètre important, c'est qu'on n'a plus l'inertie thermique du bâtiment. Il est isolé, mais il n'a pas beaucoup d'inertie thermique puisqu'on a enlevé sa masse au bâtiment. Donc, globalement, la thèse, c'est de faire un bâtiment qui est un bâtiment très isolé et qui va chercher sa masse thermique dans le sol. Voilà la manière dont moi je le vois d'un point de vue d'ingénieur. On va passer sur le Greenit Module. Alors, le Greenit Module, il se trouve qu'on a mené une recherche avec l'équivalent du CEA allemand pour une ferme solaire à concentration. Donc une ferme solaire à concentration, ce sont des miroirs qui viennent concentrer de la chaleur sur un point particulier et qui permet de chauffer un fluide. En général, c'est du sodium liquide. Et ce sodium liquide vient circuler dans une boucle. Ce qui est très important, c'est qu'évidemment, vous avez une température qui va monter à une température extrême pendant la journée et qui va chuter pendant la nuit. Les matériaux, ils n'aiment pas ça du tout. Parce que si vous faites des cycles tous les jours et que vous montez la température à une température élevée et que vous baissez la température pendant la nuit, très rapidement, vous allez avoir des problèmes de fatigue et les matériaux vont péter. Donc, la manière dont le problème est résolu, c'est qu'en fait, on fait circuler le sodium liquide dans une boucle avec une capacité de stockage pour réguler la température et que pendant la nuit, la température soit conservée. Malheureusement, le sodium liquide, c'est quelque chose qui s'enflamme en présence de l'oxygène. Donc, les Allemands se sont dit, et si on prenait un autre fluide qui n'est pas dangereux? Ils ont choisi l'air. Et donc, ils se sont dit, on va refroidir le dispositif avec de l'air et on va faire circuler de l'air à très haute température. Et ils nous ont demandé de concevoir une unité de stockage qui est en fonctionnement maintenant depuis 5 ans, et qui permet de stocker de l'air très chaud dans une boîte qu'on a appelée le Greenit Module. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je vais avancer un peu. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est ce que vous voyez là. C'est des petites briquettes. Ces briquettes sont à peu près à la taille d'une brique, mais dans chaque petite brique, il y a 500 petits trous. Donc, ce sont des briquettes en céramique avec 500 petits trous, ce qui permet d'avoir une surface spécifique, c'est-à-dire la surface d'échange entre l'air et la petite briquette, qui est absolument colossale. Et ça donne la puissance d'enregistrement de l'énergie dans la briquette, en entrée et en sortie. Et ensuite, on a des modules qui sont à température différente, qui nous permettent de créer la gestion du gradient thermique. C'est-à-dire la puissance d'entrée et de sortie, on va pouvoir la mettre de manière globale, par la gestion du gradient thermique. Donc voilà, donc ça c'est une image réelle du dispositif qu'on a mis en place, hein, et ça nous permet en fait, de faire du stockage. Alors, c'est extrêmement écologique et économique. Imaginez que vous faites de la chaleur pour de l'industrie papetière, donc là on est dans le haut du graphe, ou de l'industrie sidérurgique, et que vous avez décidé de passer à l'électrique. Vous êtes par exemple en France, la nuit on a notre énergie nucléaire qui est là et qui est sous-utilisée, je produis de la chaleur, je stocke de la chaleur et je l'utilise sans tirer sur le réseau pendant la journée grâce à un dispositif de stockage énergétique thermique de ce type. Dernier sujet, les chaudières de forte puissance. Donc quand on arrive à nos 100, 120 degrés, c'est pour monter à 5, 600, 700 degrés. Voilà à quoi ça ressemble. C'est comme à la maison, sauf que c'est plus gros. Et on met des surbrûleurs qui nous permettent de monter à des températures très importantes pour faire du chauffage d'air ou de chauffage de vapeur. Là, c'est de la vapeur, évidemment, dans des surchauffeurs. Donc, c'est très simple. Tout ça pour vous dire que, globalement, les solutions, elles existent. Il faut simplement être capable de les combiner, de les financer. Et je voudrais juste terminer par quelque chose auquel je crois. C'est qu'en fait, il y a 4 phases de prise de conscience. Dans les années 60, les scientifiques ont compris l'effet de serre, ont commencé à modéliser, à alerter. Et ils ont mis 40 ans à faire en sorte que l'opinion publique les croie. Il y a eu la phase 2, qui a démarré, on pourrait dire, dans les années 2000, tout ça c'est bien sûr une simplification de l'histoire, qui est celle des producteurs d'énergie
Et on a vu des petits producteurs d'énergie naître et les grands commencer à s'y mettre et à décarboner et à investir dans le photovoltaïque, investir dans l'éolien. Et évidemment, ça va se continuer. C'est le moment des entreprises. C'est le moment de décarboner l'usage, c'est le moment des entreprises, c'est le moment où les entreprises peuvent le faire. Le citoyen n'y est pas forcément prêt. On le voit, croissance du trafic aérien, peu de modification des comportements. Hein. J'ai mis une date, 2030, je ne sais pas, puis ça dépendra fortement des régions dans le monde. Je pense que si je présentais ça au Danemark, ils me diraient « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On a démarré en 2010. Hein. Le français, il n'a pas démarré en 25, c'est pas vrai. Et l'américain, 2030, est peut-être optimiste. Donc, tout ça pour dire que le citoyen, il va évoluer de manière erratique, hein, et lorsqu'il sera contraint, mais c'est le moment des entreprises. Il faut vraiment démarrer la décarbonation. Merci. Alors, vous avez vu que je ne vous avais pas survendu Jérôme en tant que passionné, mais il n'est pas seulement passionné, il est également limpide. Limpide et également concret. Et on aime ça dans le groupe Bouygues, et Édouard nous le rappelle souvent, c'est important d'être très concret. J'ajouterais qu'on est allé avec Marie-Luce il y a quelques jours voir un chantier qui était un chantier commun d'une joint venture entre Bouygues Construction et Equans à Culcairn. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Culcairn. Culcairn, c'est en Australie. C'est un paysan qui a vendu 20% de son terrain. 20% de son terrain, c'est 1000 hectares. Et le groupe est en train de construire une centrale photovoltaïque sur 1000 hectares, 400 mégawatts, pour fournir l'énergie, l'électricité aux 2 villes de l'endroit, donc 150 000 habitants. Et donc ça, c'est du concret. C'est ce que le groupe fait finalement un peu partout dans le monde grâce à des passionnés comme Jérôme. Alors, je dois dire que cette première keynote met un peu la pression pour la table ronde qui va venir maintenant. Il va falloir être quand même très bon, Vincent. Vincent, je t'invite à monter sur scène pour cette table ronde. Maintenant, si on a un jingle aujourd'hui, on n'est pas très bon sur les jingles aujourd'hui. Merci Christophe. Quelle pression, en effet. J'espère que notre COP va être dans les hauteurs. Bonjour à tous. Après cette présentation vraiment limpide, et je pense qu'on a le corpus à la fois théorique et concret, merci Jérôme pour notre table ronde, je vous propose de plonger dans le vif d'un sujet, celui des innovations industrielles pour le climat, et plus particulièrement les technologies clés et les leviers qui vont permettre la décarbonation de nos industries. Donc finalement, il s'agit d'approfondir, de concrétiser tout ce que Jérôme vient de nous présenter. Alors pour ce faire, nous avons réuni des experts de premier plan qui nous éclaireront sur l'initiative E4C dans le monde académique de l'Institut Polytechnique, le captage du carbone, le thermique, le bas carbone et autres solutions innovantes. Alors, préparez-vous à des discussions que nous souhaitons interactives. Alors, pour qu'elles soient interactives, ces discussions, c'est à vous de jouer en flashant le QR code que vous allez trouver partout à l'écran et qui va vous permettre de poser vos questions aux panélistes. Alors, n'hésitez pas. Je suis Vincent Marais, directeur innovation pour le groupe Bouygues, et j'aurai l'honneur d'animer ce débat. Alors, Philippe, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École Polytechnique, vous êtes climatologue, on a vu qu'on a beaucoup parlé du climat, spécialiste du bassin méditerranéen, et vous avez développé depuis 15 ans une expertise en météorologie, donc on a tout à l'heure fait appel à ce sujet, et vous avez été pendant 9 ans directeur du laboratoire de météorologie dynamique. Et vous dirigez depuis 2019 le fameux centre interdisciplinaire E4C dont Sylvaine nous a parlé tout à l'heure. Alors, première question pour vous, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes
eh bien, cette initiative interdisciplinaire, parce que je crois que l'interdisciplinarité, elle est vraiment au cœur de la réponse. Philippe, c'est à vous. Donc, c'est avec les slides, d'accord, c'est là. Très bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le Centre interdisciplinaire Energy for Climate et ce qui l'a aussi motivé. Donc, les motivations, c'est que le Centre Energy for Climate, la transition énergétique est un problème systémique, complexe, et qui nécessite d'avoir une analyse, non pas en expertise silotée, disciplinaire, mais bien de croiser nos regards disciplinaires pour justement pouvoir aborder un petit peu toutes les... regarder la transition énergétique sous tous les angles de vue possibles. Alors c'est à la fois un défi pour la recherche, mais c'est aussi un enjeu de formation et bien évidemment on va parler aujourd'hui d'innovation. Alors aujourd'hui on est à un petit peu plus de 1,1 degré, on est plutôt à 1,3 degré de réchauffement climatique. D'ici une petite dizaine d'années nous devrions croiser les 1,5 degrés et le moment un petit peu fatidique où nous devrions atteindre les 2 degrés devrait donc se produire d'ici une trentaine d'années. Après, la grande question, c'est de savoir si nous réussirons à maintenir le climat en dessous de 2 degrés ou si nous maintiendrons, on va dire, la tendance actuelle qui nous amène plutôt autour de 3 degrés. Alors, pour rester en dessous de 2 degrés, dans le secteur de l'énergie, ça nécessite de réduire de 75% à peu près le contenu carbone de cette énergie. Et donc, ce chiffre, c'est pas un chiffre miracle, hein, c'est un ordre de grandeur, mais surtout, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on est face à un vrai défi et que ce vrai défi, on a très peu le temps pour le relever, puisque 30 ans, c'est à l'aune des politiques publiques, de l'aménagement du territoire, de la stratégie énergétique, eh bien, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors, réduire de 75% le contenu énergétique le contenu énergétique du carbone, le contenu carbone de l'énergie, c'est, je dirais, le puzzle n'est pas complètement bouclé. Il y a des solutions qui existent, certaines ont été présentées, mais d'autres qui n'existent pas encore, et donc il y a de la recherche à faire. Le deuxième point, c'est quand on parle de problématiques systémiques, de problématiques complexes, il faut former les ingénieurs, les décideurs, justement, à penser de façon systémique et de moins en moins disciplinaire. Et le troisième point, c'est que toute innovation, au regard de l'urgence climatique, toute innovation qui pourrait émerger des laboratoires de recherche doit diffuser très vite dans le monde des déployeurs. Le monde des déployeurs, c'est à la fois le monde socio-économique, c'est le monde financier, et c'est la puissance publique également, par la régulation. Donc il y a aussi une nécessité, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui, de fluidifier, on va dire, ces relations entre le monde académique et le monde des entreprises. Alors I4C, c'est en quelques chiffres, c'est une fédération d'une trentaine de laboratoires de l'Institut Polytechnique de Paris. Ces 30 laboratoires n'étudient pas, 100% de leur activité n'est pas dédiée au secteur de l'énergie, qui est une application parmi d'autres dans leur domaine d'expertise. Et justement, I4C a rassemblé en fait les groupes qui, dans ces laboratoires, travaillent sur les questions énergétiques pour pouvoir construire finalement un cadre de recherche interdisciplinaire qui nous permette aussi de créer de la valeur ajoutée, justement par l'apport de ces regards croisés. Alors en chiffres, c'est un peu plus de 150 personnes, c'est beaucoup d'articles qu'on produit maintenant depuis 5 ans que le centre a été créé. C'est une cinquantaine de doctorants, c'est des actions de recherche dont je parlerai. Et puis aussi, c'est de la formation, on va dire ça organise la formation à la fois donc, avec tout un programme gradué qui va donc du master jusqu'au doctorat. Alors d'un point de vue de la recherche, on a organisé finalement notre vision du Centre Energy for Climate au travers des 4 piliers fondamentaux des politiques énergétiques, qui sont d'une part la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec donc des activités de recherche liées à la production d'énergie décarbonée et à la décarbonation et à la séquestration. C'est réduire notre consommation énergétique avec 2 leviers, un qui passe par l'efficacité énergétique et l'autre sur les questions de maîtrise de la demande et de la démarche qui va du citoyen jusqu'au collectif. Un troisième pilier qui porte sur le déploiement massif des énergies renouvelables, donc avec un certain nombre d'axes de recherche sur la prévision de la consommation et de la production, sur le stockage qui est nécessaire pour déployer ces énergies, et sur la gestion de ces réseaux intelligents
pour opérer la distribution de l'énergie. Et enfin, un troisième pilier qui nous apparaît pour nous très très important, c'est pouvoir fournir une expertise en matière de politique publique sur les questions de stratégie de développement durable dans le secteur de l'énergie. Alors finalement, qu'est-ce que la mission d'E4C? La mission d'E4C, c'est de structurer une recherche, un programme de recherche innovant, interdisciplinaire, et qui repose sur l'expertise de cette trentaine de laboratoires. C'est aussi donc, de fournir un soutien à de la formation, un programme de formation graduée sur les questions de climat et de transition énergétique. C'est de développer, on développe un certain nombre d'infrastructures, de communs, on va dire, entre ces différents laboratoires, donc qui passent par ce qu'on appelle un laboratoire vivant, donc des plateformes expérimentales dont je parlerai juste après, un laboratoire sur la modélisation, ainsi que des services, aussi offrir donc, des services informatiques, en particulier autour d'un centre de données et pour l'enseignement d'une médiathèque mutualisée. C'est pour pouvoir aussi fournir du support à la communication sur nos activités autour de l'énergie, pour avoir une communication la plus cohérente possible. Et enfin, c'est de nous mettre vraiment à l'interface science-société, en particulier justement via des partenariats avec le monde de l'entreprise et avec on va dire toutes les parties prenantes porteurs d'enjeux jusqu'aux politiques. L'ADN du Centre Energy for Climate, c'est l'urgence climatique l'impose, c'est de pouvoir démontrer que la transition énergétique est faisable sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rester dans une recherche strictement amont. Donc on a développé encore une fois un certain nombre de labs un petit peu innovants autour de la modélisation, autour de l'expérimentation et autour des données. Et je vais justement éclairer. Et puis voilà, et notre recherche doit permettre vraiment l'innovation. Alors l'innovation, c'est pas n'importe quelle innovation non plus. On cherche à faire ce qu'on appellera de l'innovation utile. D'accord ? Il s'agit surtout de solutionner plus que d'innover. C'est-à-dire que nos innovations doivent être d'une part impactantes, elles doivent pouvoir être déployées massivement, responsables, bien évidemment répondre à ces soucis de décarbonation, et enfin acceptées, parce que ça ne sert à rien de déployer, de mettre de la matière grise à développer des solutions qui seront refusées par tout le monde. Voilà, donc on a des brevets, on développe on fait de la prématuration jusqu'à la start-up. Alors, cette activité d'innovation, cette activité, on va dire, qui nous permet de faire de la recherche juste vraiment à l'application, ne doit pas cacher que, bien évidemment, derrière se cache de la recherche fondamentale qui est fondamentale à la réussite, justement, de ce transfert vers les applications. Alors, voilà une image du Living Lab d'E4C. Donc, on déploie des démonstrateurs de transition énergétique, on va dire d'échelle 1. Donc, effectivement, il y a des bâtiments intelligents, un certain nombre. Il y a deux smart grids électriques. On déploie en ce moment tout un quartier avec un smart grid thermique électrique, donc du BTES, pour rebondir sur la présentation précédente. On est en train de développer un démonstrateur de capture de CO2. On a une ferme agrivoltaïque et on travaille aussi sur l'adaptation des villes au changement climatique avec la question de la végétalisation des villes et l'interaction avec, on va dire, toute l'énergie, tout le système énergétique qui doit y être associé. Alors ça permet, c'est une approche de recherche assez unique pour accélérer le développement de solutions. C'est aussi une approche en matière de formation qui est absolument géniale, puisque les étudiants sont vraiment immergés dans les solutions, on va dire, du monde réel. Et enfin, comme nos usagers de nos démonstrateurs ne sont pas forcément des gens impliqués dans le programme de recherche, ce sont des familles, ce sont pour certains des employés du site, etc. Ça nous permet aussi de travailler sur les questions à la fois de sensibilisation, mais aussi de questions d'acceptabilité en amont. Alors bon, ça c'est un des exemples de smart grid électrique que l'on a. Donc c'est un bâtiment intelligent avec du véhicule en autopartage, mais en charge et décharge, donc qui donne aussi de l'énergie au bâtiment. Et ici, cette slide, c'est pour montrer que nos interactions avec le monde industriel est important, que ce soit au travers de PME, puisqu'on a développé ça avec 5 startups, mais aussi avec des plus grands groupes, voilà, avec qui on travaille depuis maintenant un certain nombre d'années. Voilà, alors pour illustrer le Living Lab, mieux vaut une belle vidéo qu'un grand discours, donc je lance la vidéo. At Polytechnic, the fight against global warming is based on actual experiments. Firstly, high-level research at the Energy for Climate Interdisciplinary Center, E4C,
a federation of 26 laboratories, aims to work on the following: reducing greenhouse gas emissions, improving energy efficiency potential, deploying the distribution of renewable energy. However, for these research projects to focus on real situations, in vivo, Polytechnic has taken up the challenge of deploying its innovations in the field by becoming a living laboratory for energy transition. With full-size demonstrators in 3 campus buildings: the Drahi X Novation Center, where smart electricity management solutions are tested; a residential building to experiment collective self-consumption; the CERTA Atmospheric Observatory, which is equipped with a modular research microgrid and an agrivoltaic farm. Because these demonstrators are unique research facilities that contribute to train students and raise their awareness of innovation in favor of the energy transition, 2 new technological platforms will be developed through a system for reducing CO2 emissions into the atmosphere: a smart heating electricity grid and a CO2 sequestrator. The demonstrator will capture CO2 and convert it into synthetic fuel, initially methanol. It will be installed on the school's lake. It will use an innovative CO2 extraction method that will be developed based on E4C studies on floating photovoltaics, electrochemical processes, socio-technical acceptability, economic viability, etc. The heating electricity grid aims to install in a residential area for military officers and students a heating grid for management and interseasonal geothermal storage, and an electricity grid based on solar power, battery storage, and the provision of electric vehicle charge points. It will be used to analyze smart heating electricity coupling in these deployments with multi-scale time forecasts, from a few hours to the entire season, and to develop optimization and management algorithms. It will be implemented on the campus's oldest buildings for energy savings of around 60%. From laboratories to facilities on campus, this equipment does not just have a scientific purpose. It also serves to raise awareness about climate change and involves us all in the challenge of energy transition. Voilà, et pour finir, donc un dernier point sur ce qu'on fait, mais qui n'est pas donc dans le registre de notre laboratoire vivant, qui est donc on travaille sur tout ce qui est production d'énergie décarbonée, en particulier sur l'éolien offshore. Hop, petit problème de. Donc on travaille sur tout ce qui est intégration des énergies renouvelables dans le réseau, donc au travers des enjeux. Ah ben voilà, j'ai été coupé. Et ben voilà, ça m'apprendra à déplacer le temps. Ah, voilà, vas-y. On va conclure en effet, parce qu'il faut laisser du temps et pour stockage, l'interaction. Oui, elle est finie là. Voilà, c'est reparti là. Voilà. Et donc, oui, mais du coup, voilà. Et donc, on travaille aussi, et c'est pour ça qu'on mobilise aussi un lab de modélisation. Donc, tout ce qui est analyse du risque climatique sur les systèmes énergétiques et sur la résilience. Et j'aurais une question d'ailleurs à ce sujet à Jérôme, puisqu'il y a une carte qui m'a interpellé, c'est le carte de potentiel d'ATES. Je voudrais savoir si le changement climatique a été intégré dans cette carte. C'est possible qu'on puisse le réviser. Voilà. Et puis donc tout ce qui est caractérisation donc des systèmes de production d'énergie PV. Et là-dessus, merci Philippe, merci beaucoup. Alors les questions, c'est sur le Pigeonhole. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y en a pas encore beaucoup, donc pensez à flasher le QR code qui est ici. Posez vos questions. Nous aurons une session de questions-réponses après le premier tour de table, puis une seconde après le second. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé. Alors moi ce qui me frappe, c'est de voir effectivement que le laboratoire, le chercheur, l'industriel sont main dans la main et rentrent dans la cité, dans le campus en l'occurrence. Et c'est ce qui est tout à fait passionnant, parce que si on veut progresser, il faut progresser en mode écosystème.
Alors, continuons avec vous. Cédric, vous êtes directeur de recherche au CNRS et également professeur à l'École polytechnique. Vous êtes chimiste et spécialiste en électrochimie appliquée à l'énergie. Et depuis 2020, vous dirigez le laboratoire de chimie moléculaire. Alors, on va aborder un sujet qui n'a pas encore été mentionné jusqu'alors, mais qui pourtant défraie la chronique, c'est la capture, le captage, vous nous direz quel est le bon mot à utiliser, du carbone comme outil de décarbonation de l'industrie. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les enjeux de l'intégration de ce processus dans les procédés industriels, et puis aussi peut-être partager quelques retours d'expérience? En effet, merci, bonjour à tous. Donc oui, on travaille sur ces problématiques de capture du dioxyde de carbone, donc en lien avec Philippe et le Centre Energy for Climate, dans lequel on va proposer des solutions pour capter le dioxyde de carbone. Donc dans le cas sur lequel on travaille plus particulièrement, ça va être de la capture de dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Il faut savoir que les concentrations dans les océans en dioxyde de carbone sont environ 100 fois plus importantes que ce qu'on peut retrouver dans l'air. Donc ça fait un potentiel de capture assez important pour pouvoir déjà préconcentrer le dioxyde de carbone. Donc on va travailler sur ces thématiques-là. Si on regarde de façon plus globale, en fait, la capture du dioxyde de carbone, c'est une des solutions pour diminuer la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et la plupart du temps, au niveau industriel, ça va se situer au niveau du captage direct à la source d'émission. Donc on va chercher des gros émetteurs de dioxyde de carbone et il va y avoir des solutions qui vont être proposées pour capter ce dioxyde de carbone. Les projections à l'horizon 2050, c'est qu'environ une dizaine de % des émissions de dioxyde de carbone soient captées directement à la source par ces technologies-là. Donc ça va aller de concert avec, comme on disait tout à l'heure, avec la sobriété et puis l'efficacité énergétique. Mais il y a certaines sources d'émissions du dioxyde de carbone qui sont complètement incompressibles au niveau de l'industrie du ciment, les aciéries, le raffinage et tout ça. Donc il va falloir trouver des solutions pour capter directement ce dioxyde de carbone. Donc ça existe déjà. Donc si on prend des exemples concrets au niveau de la Norvège qui travaille sur ces problématiques-là depuis plus de 25 ans, arrive à développer des capacités de stockage en offshore dans la mer du Nord. Pour donner des ordres de grandeur, les capacités estimées sont de l'ordre de 80 gigatonnes. Et pour faire des comparaisons avec les émissions au niveau de l'Europe, c'est 2,5 gigatonnes par an. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. La France, c'est environ 300 mégatonnes. Et donc, il y a plusieurs projets comme ça qui sont développés en mer du Nord, en Méditerranée, sur des technologies. Donc pour l'instant, selon les sources d'émissions, on va avoir différentes technologies qui peuvent être appliquées. On va avoir le captage aux amines. Donc voilà, des interactions entre certaines molécules et le dioxyde de carbone, le captage cryogénique, et on va avoir aussi l'oxycombustion qui peut être intéressant dans certaines des applications. Si on prend ensuite en compte le climat, au niveau français, qu'est-ce qui peut se faire? Donc on va avoir différentes régions, différents hubs en France qui peuvent être intéressants pour où il y a des préconcentrations déjà d'industries qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone et qui peuvent être à proximité de champs de stockage offshore. Donc on va encore une fois la Méditerranée ou la mer du Nord. Et donc voilà, donc nous, on va travailler beaucoup en amont au laboratoire pour essayer de cibler des concentrations de dioxyde de carbone moins importantes pour éventuellement dans le futur pouvoir proposer des solutions pour compléter cette offre de captage de dioxyde de carbone. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une solution qui va aider au cœur de la masse du problème du carbone, mais c'est un complément indispensable et pour lequel beaucoup de recherche est encore nécessaire, d'où l'intérêt des initiatives interdisciplinaires. Alors, on va maintenant plonger dans le monde de l'industrie. Et ce monde de l'industrie, il est représenté par Sophie. Sophie Thévenon, vous êtes experte monde en génie climatique chez Equans et vous animez la connaissance dans le domaine du génie climatique et vous développez notamment des nouvelles offres au niveau mondial sur les pompes à chaleur. Alors on en a largement parlé, hein, Jérôme vous a fait une introduction, j'allais dire, en or, et plus largement tout ce qui concerne le thermique bas carbone. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous parler d'une technologie prometteuse qui s'appelle, je crois, ITEO, qui n'a pas encore été présentée, une solution pour les territoires et plus spécifiquement pour le monde industriel, et puis surtout nous donner quelques exemples concrets, comme on l'a vu, de sa mise en place? Oui, bien sûr. Dans l'industrie, on utilise principalement des énergies fossiles, le gaz naturel, le pétrole, le charbon, pour produire de la chaleur. Et l'idée avec ITEO, c'est que Equans combine les solutions de récupération, de stockage et de production de chaleur bas carbone. Donc, pour vous donner des exemples, en termes de récupération de chaleur à l'échelle d'un territoire, on a un projet remarquable aux Pays-Bas où on va récupérer la chaleur du bassin industriel de Rotterdam et la redistribuer sur des dizaines de kilomètres jusqu'à La Haye. Et donc, la chaleur fatale des industriels qui a jusqu'à maintenant été perdue va servir à chauffer l'équivalent de 120 000 logements dans les villes environnantes. Et donc, Equans, on fait les connexions qui permettent d'éviter ce gaspillage et d'offrir de la chaleur au plus grand nombre. Donc la récupération de chaleur, c'est une première brique. Ensuite, il faut sortir des énergies fossiles. Et pour cela, on a des solutions de production de chaleur par la biomasse ou par l'électricité. Donc là encore, on a plein de réalisations. Donc je citerai une cogénération biomasse qu'on a installée et qu'on exploite en Suisse. Donc on produit de la vapeur pour une zone industrielle et on génère aussi de l'électricité à partir de plaquettes forestières. De plaquettes forestières donc, du bois énergie, en fait. D'accord, du bois énergie. Voilà. Et on a un autre exemple aussi où, aux Pays-Bas, où il y a moins de forêts. Donc là, on a opté pour des chaudières à électrodes et du stockage qui permet en fait de fiabiliser le réseau de chaleur d'Amsterdam. Et c'est des grosses échelles, on est à 150 mégawatts. Et puis, bien sûr, il y a les pompes à chaleur dont Jérôme a déjà parlé. Donc les systèmes thermodynamiques comme les pompes à chaleur, la recompression mécanique de vapeur, qui sont très efficaces. Et là, on a vraiment une expertise de pointe chez Equans qui repose sur les métiers de la réfrigération. Et on a même des ateliers où on assemble des systèmes sur mesure pour répondre aux applications industrielles. Et par exemple, on est en train d'installer un système qu'on a conçu et préfabriqué dans ces ateliers avec des pompes à chaleur en cascade qui permettent de délivrer un site industriel chimique en Belgique avec 5 niveaux de température. Donc on va du froid négatif jusqu'à de la vapeur à 200 degrés. Donc en fait, avec ITEO, on va combiner toutes les solutions, parce qu'il n'y a pas une solution unique pour décarboner l'industrie. Il faut savoir embrasser la complexité de la thermique et Equans, avec ITEO, se veut d'accélérer l'optimisation des cycles thermiques et l'intégration de solutions bas carbone adaptées au territoire et aux enjeux de chaque client. Merci beaucoup. Alors c'est tout à fait passionnant. Tout à l'heure, on a vu finalement que dans le monde moderne, l'inertie thermique du château fort était en profondeur, mais tout le sujet restait au niveau du château fort. Ce que vous nous expliquez, Sophie, c'est que finalement, il faut aller au-delà du bâtiment, dans le territoire, dans son ensemble, et que là, un nouveau terrain de jeu économique se situe. C'est vraiment, je crois, cette combinaison, comme l'expliquait Jérôme tout à l'heure, du monde de l'industrie avec le monde de la société et le monde du citoyen dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, Nicolas, vous êtes président et cofondateur de Néolith. Vous êtes diplômé, vous n'êtes pas professeur encore à l'école polytechnique, mais vous en êtes diplômé, ainsi que de Supaéro. Et vous avez fondé en 2019 Néolith, c'est une affaire familiale, pour développer une solution vertueuse dans le traitement des déchets. Traitement des déchets qui permettent de séquestrer, de stocker du carbone. Alors ça, c'est une belle aventure, on est en mode écosystème, on l'a vu, on en a parlé.
académique, industriel. Le monde des startups, c'est le chaînon manquant pour développer finalement de nouvelles solutions et être un peu à cheval, si je comprends bien, entre le monde académique et le véritable territoire. Alors, en termes de start-up, vous êtes quand même un peu plus que ça, parce que vous employez aujourd'hui plus de 200 personnes. Et donc, expliquez-nous un petit peu, transformer les déchets industriels en matériaux de construction, c'est possible, et je crois même que c'est l'objet de Néolith. Oui, bonjour à tous. Déjà, petite anecdote, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle aujourd'hui parce que mon tout premier pitch était à un Startup Weekend de l'École Polytechnique avec Jérôme dans le jury. Et donc là, voilà. On est en famille ici. Oui, en plus, à peu près le seul, je crois d'ailleurs. Donc, non, mais ça fait plaisir. Donc oui, Néolith, donc c'est une startup qui a 6 ans maintenant, à peu près 200 salariés, basée à Angers. Nous, on s'adresse au traitement des déchets non recyclables en mélange. Donc, c'est la fraction non inerte, non dangereuse des déchets. Donc, ça va être en gros la benne tout venant de la déchetterie municipale dans un premier temps. Donc, ce qu'on appelle le déchet industriel banal, sous d'autres mots. Ces déchets, aujourd'hui, ils sont très majoritairement enfouis, quelquefois incinérés. Et l'enfouissement, ça génère énormément de fuites de méthane. Et l'incinération, vous incinérez des déchets qui sont en partie fossiles, donc avec des émissions de CO2 assez importantes. Nous, on a développé ce qu'on appelle la fossilisation accélérée des déchets. C'est un nom marketing pour appeler un procédé qui est nouveau quand même, qui consiste à transformer donc, ces déchets en mélange, donc des mix de bois, papier, carton, plastique, textile, tout ce que vous pouvez imaginer dans cette benne de tout venant, en des granulats de construction, donc comme ça, hein, ou plus petits en réalité, donc qui vont remplacer les granulats naturels dans la construction et notamment aujourd'hui dans les bétons. Alors on a commencé par l'utilisation dans les bétons non structurels et là on rentre en certification pour aller dans les bétons structurels horizontaux. Et donc l'intérêt de Néolith, le premier intérêt de Néolith, c'est d'abord d'arrêter d'enfouir et d'incinérer les déchets, puisque les émissions de CO2 elles sont là. Il y a un intérêt secondaire qui est d'éviter la production de granulats naturels et donc de faire de l'économie circulaire de ce côté-là. Et il y a un troisième intérêt qui est moins direct et qu'on voit moins, qui est que le procédé, c'est un procédé de séquestration carbone. Donc on est en émission nette négative parce qu'on va empêcher la biodégradation de toute la biomasse qui est présente dans le déchet. Vous avez du bois, du papier, du carton dans le déchet. Normalement, il aurait dû se redécomposer et repartir en CO2 mais compté neutre en fait dans l'atmosphère parce que c'est du CO2 biogénique. Et ben nous en fait par notre procédé de transformation, on va emprisonner ces atomes de carbone dans la matrice minérale de façon long terme et donc pouvoir être en émission négative. Et juste pour donner un petit ordre de grandeur, des déchets en France à traiter, j'en ai à peu près 30 millions de tonnes par an. C'est proportionnel à peu près au nombre d'habitants, donc après c'est par pays, vous faites à peu près les calculs. Et si on pouvait traiter tous les déchets français, on réduirait d'à peu près 8% l'empreinte carbone du pays. Donc c'est ça qui nous intéresse. Nous. Avec une technologie, on a le potentiel déjà de générer pas mal de matériaux, mais surtout d'éviter l'émission et d'énormément d'émissions de CO2. Merci beaucoup. Donc on voit vraiment, hein, c'est une affaire collective, hein, cette affaire de la décarbonation de l'industrie. Il faut faire flèche de tout bois et de tout déchet pour arriver à nos fins. Alors, je vous propose, à ce stade de notre conversation, que l'on prenne les questions de la salle. Elles sont déjà nombreuses. Alors, je vous propose d'afficher sur le côté de votre écran le retour que nous avons sur les questions pour le jury. Alors, première question, en parlant d'innovation et de solutions, on va peut-être se tourner vers toi, Sophie, hein, puisque c'est une question un peu plus industrielle. Quelle durée de ROI, hein, on a vu tout à l'heure des ROI de 1,2 ans, de 3 ans, voilà. Quelle est la durée du retour sur investissement qui est acceptable finalement pour un industriel dans ses critères de décision? En fait, un industriel, quand il choisit d'investir dans son outil de production, il faut qu'il y retrouve ses comptes. Et c'est vrai que souvent, ils attendent des ROI inférieurs à 5 ans, plutôt 3 ans. 3 ans. Donc,
C'est pour ça que c'est important et qu'on a beaucoup de challenges au niveau économique pour porter ces solutions. Au-delà de 3 ans, c'est plus acceptable ou on peut encore convaincre? Après, il y a des solutions sur les modèles d'affaires pour proposer, rentrer dans des économies de fonctionnalité ou ce genre de choses qui permettent de se dégager de cette approche de ROI. Alors, vous qui êtes au cœur du sujet avec Néolith, voilà, comment vous vivez ça? Je suis complètement d'accord. En fait, ça dépend, je pense, beaucoup du modèle économique qu'on peut proposer. Si on propose un modèle de fonctionnalité où en fait on paye au service, ensuite il s'agit de financer les CAPEX. Et financer les CAPEX, si on a des contrats long terme par exemple à opposer, on peut aller chercher des financements d'infrastructures. Et les financements d'infrastructures, avec un bon levier de dette, on peut arriver à des TRI de cible de projet peut-être à 10% sur des choses un peu risquées, 10, 11, 12, ce qui fait des ROI en fait beaucoup plus longs que ça. Ouais. Donc je pense que ces modèles-là, nous c'est des modèles qu'on utilise du coup, ça permet quand même de faire passer des innovations qui sont risquées, qui ne sont pas aussi rentables que 1,2 ans pour rentabiliser, mais qui génèrent de la valeur. Il faut juste trouver des investisseurs en fait qui sont capables de rentrer dans ces modèles d'investissement. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, par-delà le retour sur investissement d'une technologie, j'allais dire éprouvée, mature, lorsque la technologie est encore un petit peu en développement, comme c'est le cas de la vôtre, on peut aller chercher des financements à l'extérieur qui vont permettre de maturer justement ces solutions. J'en profite pour faire un clin d'œil à Cap Digital, notre pôle de compétitivité dont nous sommes membres et qui précisément peut vous aider, les industriels, à recueillir ces financements, à soumettre de la bonne manière. Alors, revenons justement sur la fragilité de ces solutions. Comment on fait quand on fait du ITO, on travaille à l'échelle d'un territoire, c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Comment on est sûr que ça ne va pas tomber en carafe, ce système-là, au bout de 3 ans? Alors, les solutions dont je vous ai parlé, c'est des solutions qui sont éprouvées. Nous, à travers les différentes installations qu'on propose et qu'on maintient, en fait, on a un retour d'expérience sur les technologies qui fonctionnent bien. Après, on a aussi une démarche d'accompagner les startups dans leur scale-up, mais je dirais que pour un industriel, c'est important de pouvoir proposer des technologies qui ont été éprouvées. D'accord. Alors, on va peut-être se retourner vers le monde académique, Philippe, puisque dans E4C, on a appris tout à l'heure qu'il y avait des systèmes à cheval entre le monde public, les pouvoirs publics et puis le monde industriel. Que se passe-t-il si on n'arrive pas à découpler ce problème que citait Jérôme tout à l'heure, PIB avec émissions de CO2? Voilà. Je crois que le principe du Centre Energy for Climate, c'est l'interdisciplinarité. Et donc, Patricia Crifo sera beaucoup plus à même, économiste au Centre Energy for Climate, directrice adjointe du centre d'ailleurs. Alors, vous bottez en touche, Philippe. Exactement. Non, mais je botte. D'abord, qu'est-ce que c'est que le PIB en tant qu'indicateur? Donc, je pense qu'il y a déjà un débat sur qu'est-ce que ça signifie en fait de parler de croissance ou décroissance du PIB. Il y a d'autres indicateurs qui doivent nous amener à réfléchir sur la question du bien-être, sur la question des externalités, sur les problématiques de pollution associées, de santé, etc. Donc, en fait, c'est un débat, enfin, je ne sais pas si c'est le cœur véritablement du débat, en fait. Je crois que la seule chose qui doit nous être... là où je ne botterai pas en touche, c'est de dire qu'il faut arrêter d'imaginer que le problème du réchauffement climatique, c'est un problème économique ou social. C'est une conséquence économique et sociale, mais le problématique, elle est physique, on n'y peut rien. Moi, j'aimerais bien vous dire que le CO2 est complètement inoffensif, et que, etc. Mais moi non plus, je ne suis pas très content éventuellement de devoir changer mes modes de consommation, etc. Je vis en France, on est plutôt dans une région, on va dire, confortable, etc. Donc, mais le problème, il n'est pas là, en fait. C'est que malgré tout, qu'on le veuille ou non, une tonne ou une molécule de CO2 émise dans l'atmosphère va réchauffer, une molécule de méthane va réchauffer, et ça, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, si, il faut qu'on réduise nos émissions, il n'y a pas le choix. Le problème, il est physique, c'est pas un problème où, ouais, mais on veut, t'es un peu extrémiste, un peu écologique ou écologiste, ou etc. Voilà, c'est un problème physique, et à un moment, on est des ingénieurs, moi je suis aussi ingénieur, eh bien voilà, on doit d'abord poser la question sous l'angle physique et voir ensuite comment on traite le reste.
Donc je n'ai pas bossé complètement en touche, mais je suis sûr que Patricia apportera beaucoup plus. Merci beaucoup Philippe, je n'en attendais pas moins de vous. Alors, on va passer à la seconde partie de notre table ronde avec une nouvelle série de questions. Continuez à poser vos questions sur le fil. On aura un deuxième petit échange à la fin de ce second tour avec vous dans la salle. Alors, je vais me tourner du coup vers Cédric, qu'on n'a pas réinterrogé. Finalement, si on revient sur le sujet de la décarbonation, en 2025 et dans les 5 années qui suivent, hein, donc si on se projette 5 ans devant nous, quelles sont les étapes marquantes que vous anticipez pour la captation finalement du carbone, hein, parce qu'on a vu que certains pourraient se dire c'est une solution de facilité, on n'a qu'à tout capter, comme ça nous évite de faire des économies. Vous avez clairement répondu, c'est pas du tout ça. Mais c'est quoi un peu la roadmap qui nous attend? Donc, au niveau français et européen, on va plutôt se concentrer à ce niveau-là, parce que c'est là où j'ai un petit peu plus d'informations. Mais il y a déjà des projets qui sont en cours. Au niveau français, cette année, à Dunkerque, en partenariat avec les Norvégiens, justement, il y a des projets qui vont pour capter et transporter 1,5 tonne de CO2, 1 mégatonne de CO2 par an. Il y a des projets comme ça qui se développent un peu partout en Europe. Donc, il va y avoir plusieurs points pour les prochaines années à adresser, hein. Déjà, évidemment, les innovations technologiques, trouver des possibilités d'améliorer l'efficacité des processus, la durabilité, etc. Donc ça, c'est des technologies qui vont devoir être éprouvées. Donc je parlais de la captation aux amines. Il y a des gens qui essaient de capter directement les molécules de dioxyde de carbone dans l'air où la concentration est assez faible. Nous, on travaille dans l'eau. Voilà, il y a des gens qui travaillent directement à la sortie des usines. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées. Et pour cadrer un petit peu tout ça, il va y avoir besoin de régulation, que ce soit au niveau français ou européen, pour un petit peu cadrer le paysage et arriver à trouver, à aider aussi les États et les industries à trouver cette possibilité de capter ces émissions de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est... Mais tout à l'heure, vous nous avez dit, finalement, on joue sur 10%. Il faut arriver à capter 10%. On va y être dans 5 ans à la capacité industrielle. Est-ce qu'on aura dans le monde des installations qui seront capables d'atteindre ce chiffre, ou on en est encore très très loin? C'est quoi les ordres de grandeur? On en est en effet très très loin. L'objectif de 10%, c'est pour 2050. À 2050. Voilà. Donc en fait, on n'en est pas encore là. Là, les projets qui sont développés, on va dire, à grande échelle, hors des laboratoires, c'est des mégatonnes par an. Et donc je rappelle, on est à 2,5 gigatonnes d'émissions en Europe, sans compter les émissions qui sont importées, qui ne sont pas calculées dans ces émissions, bien évidemment. Donc au niveau européen, ça va travailler autour de hubs, voilà. Généralement au bord de la mer, où on va avoir des industries qui sont assez concentrées. On peut penser en France, je sais pas, à Dunkerque, Fos-sur-Mer, où on va arriver à capter une grande majeure partie des émissions de CO2, les transporter, parce qu'en fait la partie transport est aussi importante. Il n'y a pas uniquement le captage, mais le transport. Donc il y a différentes technologies qui vont être impliquées, différents modes de transport, des canalisations jusqu'au transport routier. Et puis, en fait, et puis finalement, après, le stockage en lui-même, géologique, généralement. Donc, on va enfouir ça à plusieurs centaines de mètres sous la terre, parfois dans des anciens puits de forage pétrolier ou gazier, dans des aquifères salins. Donc ça, on va retrouver aussi, parfois, dans le sud de la France, dans le bassin aquitain, on va retrouver des capacités de stockage qui sont évaluées à environ 100 mégatonnes. Mais en ce moment, il y a aussi un gros travail qui est prévu pendant les 5 prochaines années de cartographie des potentialités de stockage au niveau français et aussi européen pour un petit peu mieux comprendre. Il y a certains pays qui vont être plus avancés que la France, mais en France, il y a encore aussi toute cette cartographie à faire. Et puis finalement, il y a aussi un dernier aspect qui peut jouer sa part. Alors là plutôt ça va être pas des émissions négatives mais plutôt de la neutralité carbone, ça va être la conversion du dioxyde de carbone en molécules, en carburants synthétiques ou e-carburants qui permettent de au moins s'affranchir
pour une certaine partie et pour certaines applications de l'utilisation de carburants d'origine fossile. Donc là, on va penser au domaine de l'aviation et du maritime. Donc il y a évidemment beaucoup de recherches sur tous ces points de vue. Pardon. Merci beaucoup Cédric, on voit que c'est encore le temps de la recherche. Je veux juste dire un mot sur le... Mais absolument, et j'allais d'ailleurs vous passer la parole, mais allez-y. On est dans une table ronde, ouais, c'est fait pour discuter. Alors, ces technologies de capture, etc., sont effectivement dédiées à des secteurs qui vont avoir du mal à décarboner. Mais il n'y a aucune capacité de massification au niveau qui est nécessaire. On émet à peu près 40 gigatonnes de CO2, entre 40 et 50 gigatonnes de CO2 par an globalement. On doit arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir séquestrer séquestrer. Et ça, il n'y a pas de technologie vraiment hard, deep tech, qui va pouvoir massifier autant. Donc on en a besoin, mais derrière, la seule capacité de massifier la capture de CO2, c'est par la végétation. Et là, il y a aussi besoin de tech, en fait, d'ailleurs, parce que le changement climatique a un effet adverse sur nos forêts, donc, qui impacte par les sécheresses, les canicules et les pathogènes leur santé. Et donc, une forêt en mauvaise santé ne capture plus de carbone. Donc, on commence à avoir des forêts françaises qui deviennent des puits de carbone. Et donc, il y a tout un travail de cartographie, d'identification des zones et de types d'essence à planter pour que ces projets de décarbonation soient effectifs. Voilà. Et donc, il y a tout un plan de recherche qui doit travailler sur ces enjeux de massification via des approches basées sur la nature, mais qui nécessitent un accompagnement de technologies aussi high-tech. Merci beaucoup, Philippe. Alors, revenons à l'industrie avec vous, Sophie. Et finalement, alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de ce système, cet ensemble de solutions ITO extrêmement prometteur, mais parlons un petit peu des obstacles. Quels sont les principaux obstacles qu'une solution à grande échelle comme la vôtre rencontre, et comment, chez Equans, travaillez-vous à les surmonter ? On l'a déjà un peu évoqué, hein. Nous, on a deux natures d'obstacles, on va dire. Il y a les barrières économiques et puis les nouveaux défis techniques avec la transition énergétique qui transforme un peu le paysage. Donc d'un point de vue économique, donc c'est vrai que c'est important qu'il y ait des réglementations qui imposent des seuils d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi très important. Il faut des réglementations parce que vous n'arrivez pas à convaincre ? Pour commencer à initier la prise de décision, c'est bien d'avoir un petit peu de contraintes. Et puis au niveau du signal prix aussi, du carbone ou des énergies, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse les orienter à hauteur des risques planétaires qu'ils engendrent. Donc voilà. Alors, du côté d'Equans, nous on travaille sur les business, les modèles d'affaires. Et donc, avec ITO, on va intégrer les subventions publiques, les dispositifs d'aide comme les certificats d'économie d'énergie. On peut proposer aussi, avec nos partenaires tiers financeurs, de financer les installations. Et à travers la maintenance, l'exploitation de ce qu'on conçoit et installe, on prend des engagements sur la durée, sur les économies d'énergie, le mix énergétique. Et donc ça donne de la visibilité aussi par rapport au retour sur investissement des industriels. Donc c'est important d'envisager aussi ces modèles de chaleur bas carbone as a service. Ensuite, au niveau technique, donc les nouveaux défis, c'est le développement des énergies renouvelables avec l'intermittence qu'elle génère sur les marchés. Et puis aussi la surcharge des réseaux électriques liés au développement des nouveaux usages électriques. Donc dans certaines géographies comme les Pays-Bas, l'Angleterre, en Allemagne, on a ces soucis de congestion des réseaux électriques. Et donc c'est pour ça que le stockage thermique est intéressant, puisqu'il permet d'écréter la demande de pointe, de dimensionner au mieux les capacités de production thermique, et puis aussi d'avoir recours aux énergies de récupération, aux énergies renouvelables quand elles sont les moins chères possibles. Donc je vois d'ailleurs qu'on reparlait de stockage de l'énergie en journée. Là, le Green It Module, sa vocation, c'est vraiment ça en fait. C'est de pouvoir produire pour des applications industrielles de très haute température
de la chaleur à partir d'électricité renouvelable quand elle est moins chère que le gaz naturel. Et puis de la stocker sur plusieurs dizaines d'heures dans ces stockages sensibles, solides là, de céramique, pour offrir 2 services, donc un service de chaleur bas carbone pour l'industriel, et puis aussi des services au réseau de flexibilité. Oui, absolument. Merci beaucoup. On voit bien donc la plasticité du stockage qui va devoir... Il était parti d'une demi-heure, on a appris ça, et puis il va falloir faire plusieurs heures, et peut-être même du stockage intersaisonnier pour gérer toute cette intermittence du renouvelable. Et puis je retiens aussi les business models. Il faut que nos business d'affaires changent avec ces nouvelles technologies qui arrivent. Alors Nicolas, on revient à vous pour cette dernière question. Qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à malice ? Qu'est-ce qui est en préparation ? Est-ce que vous pouvez lever un petit peu le couvercle des prochaines innovations de Néolith là, pour le futur ? Alors, déjà, moi, maintenant, on m'attend un peu au tournant quand même. Ça fait 5 ans qu'on existe et il est temps de déployer. Oui, parce que c'est bien beau de gagner des challenges. Vous avez même gagné le Build Better Challenge de Microsoft, mais voilà, il faut maintenant passer sur le terrain. Et oui. Donc nous, aujourd'hui, on en est à la phase de déploiement. Là, on commence à déployer notre première usine de 100 000 tonnes de capacité en Anjou. Aujourd'hui, on a 2 sites pilotes qui sont plutôt de taille de 10 000 tonnes par an. Un site de 100 000 tonnes, ça devient pas mal, hein. C'est 50 millions d'investissements, c'est 30 000 mètres carrés d'usine. Donc là, on doit déployer notre premier. On cherche à en déployer dans les 5-6 prochaines années à peu près une vingtaine. Donc ça va nous occuper déjà 2 minutes. Passage à l'échelle. C'est ça, le passage à l'échelle, c'est là où on a fait que la moitié du boulot. Et en parallèle, quand même, chez Néolith, on a quand même un très gros amour pour l'innovation. Donc on a encore une bonne partie de nos équipes qui travaillent sur les procédés innovants. Et nous, on pense que la fossilisation, c'est surtout un marchepied pour aller chercher plus de valeur demain environnementale. Alors sur 2 moyens, il y a un premier moyen, c'est on est en train de faire du granulat. Le granulat, c'est la matière première à peu près la moins chère du monde, à peu de choses près, je pense. Si au lieu de sortir un produit type granulat, je peux sortir directement un produit fini type, je sais pas, parpaing, bah, je passe d'un matériau qui vaut 5 € la tonne à un matériau qui vaut 50 ou 80 € la tonne. Et j'évite le CO2 émis pour la production de ce truc-là qui n'est pas énorme. Je passe de ça à éviter la production les émissions de CO2 pour l'équivalent d'un béton. Donc, en fait, je viens monter en valeur économique et environnementale en changeant la destination de mon produit, ce qui nécessite encore beaucoup d'amélioration parce que mon produit en l'état, on ne peut pas le mettre tout seul pour faire tenir un mur. Enfin, en tout cas, il ne fera pas des immeubles de 30 mètres de haut. Ça, c'est mon premier point pour aller chercher de la valeur. Et mon deuxième point pour aller chercher de la valeur, c'est que notre procédé, il nécessite une micronisation des déchets, c'est-à-dire un broyage très très fin. On réduit sous les 500 microns les déchets en mélange qu'on reçoit. Et ça coûte cher. C'est un de nos coûts principaux dans le procédé. Mais en fait, une fois qu'on a fait ça, on vient libérer les déchets. Le problème pour les recycler, c'est que souvent, ils sont imbriqués. Et donc, quand ils sont imbriqués, vous avez un clou dans une planche de bois. C'est pas du bois, c'est pas du clou. Le recycleur, il envoie ça à la benne. Bah, quand vous allez broyer à 500 microns, en fait, il n'y a plus grand-chose qui devient imbriqué. Vous allez avoir des petites particules d'éléments libres, purs, en quelque sorte. Et là, c'est à vous d'être assez malin pour essayer de les trier et de les revaloriser dans leur filière d'origine. Pas en faisant du caillou, mais le PE, le renvoyer dans le PE. Faire du tri sélectif, c'est ça, à l'échelle du micron. C'est ça, mais à l'échelle très fine. Et là où je pense qu'économiquement, on peut avoir un intérêt de le faire, là où les centres de tri ne peuvent pas le faire économiquement, c'est que nous, dans tous les cas, le broyage, il est payé. C'est-à-dire que je trie ou que je trie pas, dans tous les cas, je broie à 500 microns. Alors qu'un centre de tri, s'il doit commencer à essayer de faire ça, déjà, il doit mettre le billet pour broyer. Ça lui casse tout son modèle économique et peu importe ce qu'il arrive à retirer en économie à la fin, il s'en sort pas. Donc une nouvelle source de valorisation. Merci beaucoup, Nicolas.
Alors, on va prendre les dernières questions parce que le temps de notre table ronde court à sa fin. On aurait pu penser que le sujet de l'intelligence artificielle, du digital, ne soit pas présent dans cette table ronde. Eh bien non, nous sommes rattrapés par le souhait des personnes de la salle qui veulent connaître un petit peu les conséquences des nouveaux usages. On pense au numérique, on pense à l'intelligence artificielle, on pense au quantique. Est-ce que ça peut bouleverser les choses, accélérer les choses? Philippe, votre avis là-dessus? De toute façon, il n'y a rien qui se fait sans... c'est toujours un problème de coût-bénéfice. Alors, qui est bénéficiaire dans cette histoire? C'est sûr que les usages du numérique, je pense que j'ai besoin de convaincre personne ici, sont multiples. Certains probablement contribuent à décarboner l'économie. D'autres, au contraire, ne vont pas forcément dans le bon sens. Donc, il y avait une suite d'ailleurs de la question, puisque je ne la vois plus, mais voilà, comment est-ce qu'on peut organiser les choix judicieux? Donc effectivement, l'utilité d'une solution, et ça je pense que l'ingénieur, si l'ingénieur du XXe siècle innovait, recherche du progrès en imaginant les ressources infinies, l'ingénieur du XXIe siècle, lui, doit solutionner. Et donc, c'est quelle solution véritablement l'IA et tous les dérivés numériques apportent? Ça, c'est une vraie question. Et après, comment est-ce qu'on décide ou pas d'explorer des filières? Parce que malgré tout, quand on va à Las Vegas au CES, eh bien, on peut voir quand même des couches connectées. On peut se demander si on a besoin véritablement de couches connectées. Je pense qu'on arrivera à s'en passer. Donc, ça, c'est un premier point. Effectivement, il y a l'utilité de l'usage. Et ensuite, il y a un autre point quand même, c'est qu'effectivement, ça a un impact environnemental. Comme tout ce qu'on fait, enfin, je veux dire là-dessus, il ne s'agit pas de dire, de taper sur l'IA en disant que ça a un impact environnemental. Tout a un impact environnemental. Et donc, c'est un coût énergétique très fort. Ça peut être un coût carbone. Ce qui est intéressant dans ce qu'a annoncé notre président sur Plug, Baby Plug, donc en parlant du nucléaire comme effectivement solution décarbonée pour installer des centres de données de calcul. C'est amusant parce que la France n'est probablement pas le meilleur, climatiquement parlant, le meilleur endroit pour aller mettre des centres de calcul et de données parce qu'il fait chaud, voilà, et que du coup, c'est un coût énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a probablement un trade-off aussi à aller chercher pour savoir, sous un contexte de changement climatique, est-ce que certains endroits favorables maintenant le seront encore dans 20 ans. Donc ce compromis émissions CO2 versus coût énergétique de l'IA, ça va être un sujet, à mon avis, ouvert que typiquement un laboratoire de recherche sur le climat et le Centre Energy for Climate peut essayer de apporter des réponses. Merci beaucoup. Alors on prend une dernière question et puis ensuite on conclut. On va revenir sur la Finlande. Je vois qu'elle est ressortie en tête cette question. Peut-être Sophie, pour vous, le stockage dans les silos de sable, c'est une vraie solution? C'est quelque chose qu'on peut combiner avec ITEO ou c'est un peu... Oui, en fait, c'est un petit peu les mêmes principes en fait, qui sont mis en œuvre dans le Greenit module. On utilise un matériau réfractaire qui a de la masse pour stocker de la chaleur à haute température. Et donc, en effet, il y a plusieurs solutions. Il y a dans des roches basaltiques, du sable naturel, etc. Nous, on a opté pour la céramique, pour avoir une approche très, très rationalisée et puis aussi de la résistance en termes de dilatation, déformation des matériaux. Mais c'est vrai qu'il est important de pouvoir allonger les durées de stockage d'énergie. Voilà, pour faire face à toutes les typologies d'intermittence auxquelles... Eh bien, merci beaucoup Sophie pour ces précisions. Alors, c'est le moment de conclure cette table ronde. Je vous propose qu'on la conclue avec un mot chacun. Eh oui, il va falloir se rappeler du mot que vous aviez choisi. Ça, c'est le stress. Voilà. Mais du coup, je vous repose la question. À l'issue de ce partage, moi, ce que je retiens de cette table ronde, d'abord, merci à toutes et à tous d'y avoir participé avec autant d'énergie. À l'issue de ce partage, on voit finalement que la solution, elle tient dans des écosystèmes. C'est-à-dire, il va falloir travailler entre académiques, industriels, start-up, monde public, société. Donc, l'ambition d'une collaboration multiforme comme ça, si vous deviez la résumer en un mot, quel serait ce mot? Je commence par vous, Philippe. Accélérer.
Accélérer, très bien. Cédric. Alors moi j'avais oublié mon mot, mais je vais dire acidification des océans. Ah, acidification, d'accord. Ah, et là, ça... Sophie. Moi, je parlerai de diversité. Ah oui, alors dites, vous avez droit, vous, à un petit peu plus qu'un mot, parce que vous êtes la seule femme du panel, et donc prenez ce petit temps. Non, mais voilà, pour répondre à des enjeux sociétaux, et il faut qu'on puisse vraiment combiner toutes les solutions et aussi tous les talents. Donc, il faut avoir de la diversité. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, votre mot? Alors, moi, je dirais scepticisme. Parce que... Non, mais parce que le scepticisme, c'est très bien, et quand on est scientifique, c'est une valeur cardinale. Mais face à l'innovation, le trop de scepticisme, en fait, ça bloque tout. Et je pense que Jérôme l'expliquait tout à l'heure. À chaque fois, on lui demande pourquoi on ne le fait pas alors qu'il y a des ROI qui sont très bons et tout. Il faut tout démontrer 53 fois pour que les gens commencent à bien vouloir accepter que ce soit possible. Mais l'innovation, c'est justement ça. C'est que forcément, on fera mieux que hier. Il n'y a pas forcément un loup à tous les étages quand on innove. Il faut donc que les pieds quittent le plongeoir, voilà. Et c'est le seul moyen de savoir quelle est la température de l'eau. Merci beaucoup. Merci pour cette table ronde. Christophe, je te repasse la parole.